Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Amélie Debriard et je dirige l'Institut Gestion de Patrimoine avec Frédéric Gonan qui malheureusement a été retenu et ne peut pas être là ce soir. Nous avons souhaité organiser ce webinaire et sommes très heureux d'inviter Vincent Julia, que je remercie chaleureusement d'être parmi nous ce soir, et pour nous parler de la banque privée dans tous ses états. Ce webinaire est l'occasion de vous présenter l'Institut Gestion de Patrimoine et plus particulièrement le master en formation continue qui prépare au métier de la gestion de patrimoine et qui est destiné à tout professionnel qui souhaite progresser et briser un plafond de verre ou qui opère à une réorientation professionnelle. Donc, avant de passer la parole à Vincent Julia, je vous présente en quelques mots cet institut de gestion de patrimoine et plus particulièrement ce master en formation continue. Alors, ce master en formation continue fait partie donc des différents masters de Dauphine PSL. Dauphine est une grande université qui appartient à un établissement renommé international qui s'appelle PSL. Donc, on dit maintenant, aujourd'hui, on parle de Dauphine PSL, qui a été classé hier 26e dans un classement international. Donc, c'est une université sélective. C'est une université qui est aussi un grand établissement membre de la conférence des grandes écoles. C'est une université qui a été la première à avoir un label EQUIS. C'est une université qui est vraiment professionnalisante. C'est une université qui fait de la recherche, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est qu'elle contient un important département de formation continue, puisque chaque année, elle forme environ 2500 cadres pour des formations Bac+5. Alors nous faisons partie donc de Dauphine Education, donc de cette importante entité de Dauphine qui fait de la formation continue. Et nous formons au métier de la gestion de patrimoine, c'est-à-dire qu'un gestionnaire de patrimoine accompagne des clients fortunés. Donc, le montant minimum dépend un peu des entités auxquelles on s'adresse et qui accompagne son client dans ses choix tout au long de sa vie, c'est-à-dire aussi bien pour des démarches ponctuelles, mais dans le temps, c'est-à-dire aussi bien pour des achats immobiliers, mais aussi pour des problèmes familiaux, notamment à l'occasion de mariage ou pour organiser une transmission. Donc, c'est un métier qui est basé sur la confiance, qui nécessite des capacités et des qualités très pointues. C'est un métier qui est basé sur la transversalité, c'est-à-dire qu'il est nécessaire que les gens soient à la fois de bons juristes, mais aussi de bons financiers, et qui soient aussi à même d'avoir des soft skills solides. Et c'est un métier qui a une grosse responsabilité et qui fait preuve d'une éthique très, très importante. Donc, formation diplômante, puisque ça donne lieu à un master, master donc de Paris-Dauphine. C'est une formation qui est professionnalisante, donc formation en alternance ou formation donc en parallèle d'une carrière, formation en parallèle éventuellement de la création d'une entreprise lorsque les gens souhaitent changer de cap. Et donc, quoi qu'il arrive, donc, vous êtes deux jours par semaine à l'université où vous suivez les cours du matin au soir et le reste de la semaine, donc, en entreprise. Une équipe pédagogique dynamique. La dernière preuve de ce dynamisme, c'est un livre qui est paru chez Vuibert et dont vous-même, Monsieur Julia, avez participé en écrivant le chapitre 11 sur la relation client, fidélisation et déontologie. Hein, donc, on est une référence en la matière.
C'est une formation aussi avec laquelle on a des partenariats très importants, donc avec la Banque transatlantique évidemment, avec d'autres banques, puisque comme tous les participants, que ce soit les formations initiales, c'est-à-dire les jeunes, ou les formations continues, sont en alternance, donc ils sont dans toutes ces entités et bien d'autres. Donc ça, nous tenons beaucoup à ce que la formation ait un pied à la fois universitaire et un pied à la fois dans les entreprises. C'est très important. Et si vous souhaitez faire partie de notre équipe d'étudiants, voici les modalités pratiques que vous retrouverez très facilement sur le site du master. Donc, la durée du master, c'est 52 jours, 13 jours par mois, de septembre à avril. La formation se passe à Dauphine, la Défense. Elle commence le 8 septembre, c'est court, mais il y a une petite mise à niveau la semaine d'avant. 2 jours par semaine à Dauphine, donc, et le reste en entreprise. Et vous prépare donc à un master gestion de patrimoine de l'Université Paris-Dauphine. Donc, n'hésitez pas à candidater. Nous recrutons au fil de l'eau et la date limite des candidatures est le 30 juin. Je vous mets sur ce slide tous les contacts qui pourraient vous être utiles si vous êtes intéressé. Sinon, n'hésitez pas à aller sur le site Master Gestion de Patrimoine Dauphine, Executive Education Paris. Alors, donc, nous passons vraiment au thème de notre webinaire. Vincent Julia, donc je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous avez une expérience de plusieurs années chez Accenture, puis depuis 30 ans à peu près, vous travaillez dans le secteur bancaire, où vous avez exercé des responsabilités sur les marchés financiers, que ce soit en France, à Singapour et dans le financement d'acquisition d'entreprises avant de rejoindre la Banque transatlantique en 2003. Vous êtes aujourd'hui membre du directoire, vous dirigez les activités de banque privée, principalement orientées vers les entrepreneurs, les grands investisseurs familiaux, les cadres dirigeants et les sociétés cotées, et les Français établis à l'étranger. Vous supervisez également les activités de mécénat et de conseil en philanthropie de la Banque transatlantique et présidez le fonds de dotation transatlantique. Vous êtes aussi membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce américaine en France et de la French American Foundation. Comme beaucoup de personnes qui rejoignent les Executive Masters de Paris-Dauphine, vous n'étiez pas au départ prédestiné par la gestion de fortune, puisque vous êtes à l'origine un ingénieur de l'école centrale. Bien évidemment, vous vous êtes formé aussi à la gestion de patrimoine et vous êtes titulaire d'un master de gestion de patrimoine. Je vous laisse la parole, Vincent Julia, pour évoquer donc les nombreux défis auxquels doit faire face la banque privée aujourd'hui, et notamment compte tenu de l'intensification de la concurrence, de la digitalisation, de la baisse des marges, de la montée de l'ESG, de la conformité. Et ce webinaire est l'occasion de revenir sur ces différents points et de mettre en évidence la transformation à opérer dans les prochaines années. Bref, il s'agit d'évoquer la banque privée dans tous ses états. Merci Amélie, je vais prendre le contrôle de la présentation. Voilà. Alors, peut-être juste avant de commencer, puisque je pense que parmi ceux qui nous écoutent, il y a peut-être quelques ingénieurs. Je suis effectivement un ingénieur qui s'est beaucoup écarté du métier d'origine. Et il se trouve que dans la Banque transatlantique où je suis aujourd'hui, je suis probablement le seul ingénieur, mais j'encourage tous les ingénieurs qui s'intéressent à ce métier à poursuivre leurs rêves parce que je
trouve que c'est un métier qui va très bien aux ingénieurs. Il faut aimer peut-être avoir aimer le contact et le sens du client, puisque c'est un métier dans lequel cet aspect-là est très important. Mais au-delà de ça, ça se prête très très bien à exploiter les qualités qu'on cultive chez les ingénieurs. Hein, la rigueur, le goût des chiffres, les simulations, les raisonnements analytiques, enfin, tout ça trouve parfaitement à s'exprimer dans ce petit monde de la gestion de patrimoine. Alors, ce étant dit, effectivement, alors il faut que je trouve en revanche. Oui. Ah oui, pardon. Alors, je propose aussi, oui, avant que vous commenciez, de dire à tout le monde que vous allez faire votre présentation et après, nous allons procéder donc aux questions. Et peut-être que ceux qui ont des questions peuvent les mettre sur le chat et on reprendra les questions à la fin de la présentation de Vincent Julia. Voilà, exactement. Je vais intervenir peut-être 30-35 minutes, ce qui nous laissera le temps pour des questions si vous le souhaitez. Alors, la banque privée dans tous ses états, c'est le message effectivement général de la présentation que je vais faire, c'est que la banque privée est un peu à la croisée des chemins. C'est un métier en pleine évolution et soumis à d'énormes forces exogènes qui obligent l'ensemble des acteurs à une grande transformation. C'est ce que nous allons voir au cours de ces slides. Donc, je vais organiser la présentation en deux parties principales. La première, je vais faire un petit panorama de la banque privée, de ce métier, des acteurs et du contexte dans lequel les acteurs évoluent, et en faisant aussi un petit focus sur ce qui se passe en ce moment dans le secteur en termes de compétition, disons, de concurrence. Et puis, dans un deuxième temps, j'évoquerai les sujets que vous venez d'évoquer, Amélie, qui sont effectivement les grandes thématiques, les grands défis, les grands enjeux de toutes les banques privées en ce moment et de la transformation qu'elles doivent opérer pour les prochaines années, les 5 à 10 ans qui viennent. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que ce marché de la banque privée, il est à la fois extrêmement fourni, hein, il y a énormément d'acteurs qui sont présents sur ce marché. C'est un marché où il y a de très nombreux acteurs et de profils très variés. Alors, rien qu'en recensant les acteurs qui figurent dans le classement annuel du magazine Décideur, qui publie des classements annuels dans tous les secteurs de la finance et conseil et les cabinets d'avocats notamment, on trouve au moins trois rubriques, trois classements complémentaires sur la banque privée: le classement des banques, le classement des family office et le classement des conseils, des cabinets de conseil en gestion de patrimoine. L'ensemble des acteurs qui sont cités, là je ne les ai même pas tous pris, je crois, j'ai pris les plus importants. On arrive déjà à plus d'une centaine d'acteurs. Il y a au moins 40 banques affiliées, c'est-à-dire adossées à des grands réseaux bancaires, ou spécialisées, c'est-à-dire vraiment pure player, dédiés au métier de la gestion de fortune. On trouve également beaucoup de family office, hein, plus d'une soixantaine aujourd'hui sont recensés. Le secteur des family office connaît un développement très important. On pourra peut-être en dire un mot pour quelles raisons il se développe, et puis comment est-ce que les banques peuvent se positionner dans des relations avec des clients qui sont eux-mêmes suivis par des family office. Et puis les cabinets de conseil en gestion de patrimoine, alors il y en a beaucoup plus que 16, comme indiqué sur cette slide, mais puisqu'il y en a en fait, je crois qu'on en compte 2 ou 3 000 en France, mais ça va du conseil unipersonnel à effectivement quelques grands groupes de conseils qui se consolident petit à petit. Donc déjà, voilà, c'est un marché où il existe énormément d'acteurs, et donc probablement une certaine demande, évidemment, de professionnels qualifiés pour intégrer ces établissements. On aurait pu y rajouter d'ailleurs les sociétés de gestion. Il n'y a pas de classement décideur des sociétés de gestion, mais un certain nombre de sociétés de gestion font également de la gestion privée. On développe une clientèle privée, ce n'est pas le cas de toutes. Beaucoup se concentrent sur la gestion collective, mais quelques-unes d'entre elles font également de la gestion privée. Et à ce titre-là, sont des acteurs parfaitement pertinents de la banque privée. Derrière le mot banque privée, donc beaucoup de réalités différentes. Tout le monde n'a pas le statut de banque.
Le statut de banque, c'est teneur de compte de dépôt, collecte de dépôt, avec la collecte de dépôt qui va avec, et teneur de compte. Et également, normalement, octroi de crédit. La banque, au sens strict du terme, c'est des collectes au crédit. Voilà, toutes les banques ont bien sûr développé une activité très forte dans le conseil d'investissement et plus largement les services d'investissement. Donc c'est un marché très compétitif et ce marché a fait l'objet depuis quasiment maintenant une dizaine d'années, mais surtout au cours des 6 dernières années, d'une révolution qui est celle de la baisse des taux. La baisse des taux d'intérêt, donc j'ai mis sur ce graphe l'évolution des taux de crédit immobilier au particulier. J'aurais pu prendre autre chose, j'aurais pu prendre les taux monétaires de la Banque Centrale Européenne. On parle de taux en euros ici, qui sont les taux directeurs qui influencent tout le marché. Ça n'a échappé à personne que ces taux ont beaucoup baissé. On voit qu'ici, depuis maintenant quasiment 5 ans, au cours de 2017 à 2022, jusqu'à maintenant, les banques prêtent à quasiment 1%, à peine plus que 1% en moyenne. Alors ça a eu un effet absolument considérable sur l'industrie, en faisant une pression très forte sur les marges, non seulement les marges de crédit, puisque évidemment, quand les taux baissent, il est plus difficile de mettre dans le taux fait au client une marge pour la banque, pour l'établissement prêteur. Ça a une autre conséquence, c'est que, évidemment, les banques privées qui collectent en général et qui ont des excédents de dépôt sur leur crédit replacent ces excédents auprès de la Banque Centrale Européenne. Et comme vous le savez, la Banque Centrale Européenne reprend les excédents de liquidité à des taux négatifs depuis maintenant plusieurs années. Et donc, toutes les banques privées ont subi un effet négatif de produits nets d'intérêt sur cet excédent de liquidité. Donc, ça a comprimé là encore beaucoup le revenu. Et la troisième conséquence des taux bas, c'est que qui dit taux bas sans risque. Et donc, il y a quasiment depuis plusieurs années plus de possibilité de générer du rendement pour un client qui ne veut pas prendre de risque. Et si les rendements sans risque sont très très bas, voire nuls, évidemment, le client qui confie une gestion de portefeuille ou qui investit ses liquidités dans des produits de la banque et qui veut prendre très peu de risques est évidemment peu enclin à supporter des conditions financières sur la gestion de son patrimoine. Et même quand il accepte de prendre du risque, c'est-à-dire de confier un portefeuille qui va être investi en actions ou en fonds actions diversifiés, avec des performances qui sont revues très nettement à la baisse, en prenant du risque, on va peut-être sortir 3, 4, 5%, peut-être 7% de rendement. Quand on a une diversification raisonnable, eh bien, évidemment, c'est beaucoup plus difficile de faire accepter au client que 1%, 1,20%, voire 1,50 ou 2%, selon ce qu'on met dans le portefeuille, va partir en frais de gestion. Donc les taux bas, ont tiré vers le bas de manière très considérable les marges dans le secteur et ont mis donc une pression très forte sur l'ensemble des acteurs. Dans le même temps, il y a eu un effet relativement positif quand même, c'est que les marchés ont beaucoup monté et évidemment la banque privée est concentrée beaucoup sur l'investissement et l'investissement financier et donc beaucoup l'investissement en bourse. Et les liquidités très abondantes que les banques centrales ont injectées se sont largement, comme vous le savez, dirigées vers les actifs risqués. Alors peut-être pas à 100%, bien évidemment, loin de là, mais ont contribué à faire monter les marchés actions, puisqu'on parlait beaucoup de TINA, There is no alternative, et que c'est vrai que lorsqu'on voulait, lorsqu'on voulait chercher un peu de rendement ou de plus-value, il n'y avait plus guère que les actions qui se présentaient aux investisseurs. Les obligations, c'était évidemment très dangereux de se placer sur les obligations en raison de risque de perte en capital en cas de remontée des taux. C'est d'ailleurs évidemment ce qu'on voit depuis le début de l'année 2022, avec une forte remontée des taux et donc un krach obligataire, puisque les obligations ont perdu de l'ordre de 10-15%, ce qui est considérable. Là, on voit sur ce graphe le CAC 40, l'indice CAC 40, dit gross return, c'est-à-dire dividende réinvesti, qui est le plus à même de mesurer un petit peu la performance des marchés actions. Et on voit que au cours des 7-10 dernières années, ce marché n'a fait que monter, ce qui veut dire que les AUM, ce qu'on appelle les AUM, les
les assets under management, les encours qui sont gérés par les banques privées, ont eu tendance à se valoriser, ce qui était bon pour le coup pour les commissions financières, les droits de garde, les commissions de gestion, puisqu'en général, ces éléments-là du PNB, du produit net bancaire d'une banque, c'est-à-dire de son chiffre d'affaires, sont assis sur les encours gérés. Ça a plutôt contrebalancé l'effet perte de marge, mais pas au point quand même d'éviter que le secteur soit sous pression. Et la pression, elle est donc sous pression au niveau de ses revenus. Le secteur a été sous pression aussi très forte du côté de ses charges, de ses coûts, du contrôle de ses coûts, en raison d'une tendance très lourde d'augmentation de la réglementation applicable au métier de la banque privée, qui était un secteur assez régulé et qui a vu déferler une véritable déferlante de réglementation européenne ou internationale ou américaine, hein, et souvent extraterritoriale. Les principales d'entre elles, c'est ce qu'on appelle MIF 2, la réglementation de la distribution de produits d'épargne financière dans toute l'Europe, qui a instauré un process très, très lourd et très complexe de vérification des capacités et des connaissances du client en matière de risque financier, de compréhension de ce qu'on allait vendre et d'acceptation du risque et de capacité à supporter les risques du placement qu'on lui fait, avec la nécessité pour le conseil en investissement, de produire des rapports d'adéquation, notamment, et puis aussi avec un deuxième élément très fort, et de suivre l'adéquation du placement dans le temps, hein, avec tout ceci, avec une documentation à l'appui pour justifier des efforts faits par le professionnel pour vendre les bons produits aux bons clients, et pour assurer de l'adéquation du produit avec ses objectifs. Et puis le deuxième aspect de MiFID, c'est la transparence sur les frais, donc qui a été aussi un facteur assez fort de baisse des coûts, hein, de baisse des revenus plutôt, puisque il a fallu faire le tri entre les différents acteurs pour bien montrer qui gagnait quoi et ce que gagnait la banque en termes notamment de rétrocession sur les produits qu'elle vend, ce qui était jusque-là pas transparent du tout et contribuait très largement à la rémunération des acteurs. Du côté de on a eu également beaucoup de réglementations en matière de conformité fiscale, c'est-à-dire les banques, tous les acteurs ont l'obligation aujourd'hui de vérifier que leurs clients sont en conformité du point de vue fiscal, c'est-à-dire déclarent de quel pays ils sont résidents fiscaux et autorisent notamment à travers CRS, Common Reporting Standard, et FATCA, l'échange d'informations avec leur pays de résidence. Donc tous les teneurs de compte, tous les assureurs, tous les teneurs de compte titres doivent évidemment enregistrer des informations fiscales de leurs clients, obtenir de la part de leurs clients des déclaratifs et des justificatifs, et ensuite mettre au point des remontées d'informations vers Bercy en général, qui rediffuse l'information vers le pays de résidence. Tout ceci a eu un énorme coût pour les banques au sens large, coût puisque ces réglementations nécessitent des développements informatiques très lourds, une formation très lourde des équipes, et puis des process ensuite de gestion de documents et de collecte d'informations et de vérification d'informations, avec un effet un peu collatéral, délétère parfois aussi, de dégradation de la relation avec les clients. Le troisième aspect très fort de la réglementation qui s'est imposé, évidemment, c'est tout ce qui relève de la surveillance des flux et de la connaissance de l'origine des fonds qui sont placés par les clients. On est dans un métier où le cœur du métier consiste à collecter de l'argent et à le placer. Bien, la collecte de fonds, les banques n'étaient peut-être pas très regardantes historiquement. Dans l'après-crise de 2008-2009, tous les grands pays occidentaux, à commencer par les États-Unis et par l'Europe, se sont mis dans une chasse aux paradis fiscaux, considérant que ces pays qui font l'objet de régulations assez faibles étaient aussi pour eux des sources de perte d'opportunités de collecte d'impôts, évidemment, et donc les pays étaient en difficulté, puisque cette crise a provoqué le début de l'endettement très lourd des États. Les États se sont mis à faire la chasse à l'évasion fiscale. Donc ça s'est traduit par des réglementations successives extrêmement lourdes en matière de KYC, comme on dit, Know Your Customer, c'est-à-dire donc
des efforts devant être faits par les banques pour connaître très précisément leurs clients, leurs sources de revenus, l'origine de leur patrimoine, à faire des efforts en matière de LCBFT, c'est-à-dire de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, donc à solliciter de la part de leurs clients des justificatifs sur l'origine des fonds qui transitent par les comptes, qui sont placés. Et puis plus récemment, mais de manière très significative, par exemple avec la guerre en Ukraine, le développement des sanctions financières internationales qui obligent là aussi tous les acteurs à surveiller et à appliquer les sanctions financières de type gel des avoirs ou embargo, c'est-à-dire interdiction de flux en provenance ou en direction de pays sous embargo ou concernant des personnes qui font l'objet de gel des avoirs. Donc toutes ces réglementations ont considérablement bouleversé le secteur et considérablement accru les coûts pour les acteurs. Alors McKinsey qui fait, j'emprunte ici à McKinsey des informations de sources publiques d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur leur site, qui montre un petit peu l'effet sur les comptes d'exploitation des principaux acteurs de la banque privée en Europe. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus, mais sur le graphe de droite, par exemple, on voit que les coûts en base 100 sont passés d'une base 100 en 2015 à une base 108 en 2019 en moyenne pour le secteur en Europe. Une augmentation de 8% des coûts, c'est assez colossal évidemment. Alors par chance, donc, comme j'ai dit, les AUM ont cru pendant la période grâce à la bonne performance des marchés, boostés des marchés financiers, boostés par l'abondance de liquidités et par le fait que les marchés actions étaient à peu près le seul producteur de rendement et de plus-value. Donc, on a un coût rapporté aux AUM qui n'a pas beaucoup évolué. Il a un petit peu baissé, même il est passé de 0,55 à 0,52. Mais les revenus ont baissé, eux. Et on voit sur la partie gauche, en bas à droite, le cost-income ratio, c'est-à-dire le ratio coût sur produit net brut, produit net bancaire, donc coût sur revenu, qui dans l'intervalle a perdu 3 points, passé de 68 à 71, c'est-à-dire pour 100 de revenus, 100 euros ou 100 dollars ou 100 euros ici de revenus, les banques dépensent en moyenne 71 euros aujourd'hui, et donc leur marge s'est considérablement réduite. La marge des banques doit être importante pour financer les investissements et sécuriser évidemment les dépôts des clients. Donc voilà, un effet de ciseau qui est difficile à juguler pour les banques, avec des revenus sous pression et des charges constamment revues à la hausse. Dans ce contexte, on s'aperçoit, alors je reviens sur le marché plutôt français, qu'on est un secteur qui connaît beaucoup de changements depuis maintenant 3-4 ans, disons depuis 2017. J'ai mis ici quelques extraits d'articles de presse qui font état de transactions en fait, entre différents acteurs. Le principal d'entre eux, Rothschild par exemple, qui a racheté la banque Martin Morel en 2017, ou UBS qui a racheté la maison de gestion, qui était une société de gestion créée par la banque Leonardo. On a eu l'année dernière Mescart qui a été vendu à LFPI, qui était jusque-là plutôt un acteur du non-coté, Mescart étant plutôt une société de gestion ou une banque même spécialisée sur les marchés cotés. On a eu Cholet Dupont qui a acheté Oudart avant d'être vendu à Milleis Bank. Enfin, voilà. Et puis on a, dernier point très important, depuis un an et demi, on a du côté des CGP, les conseillers en gestion de patrimoine, qui ne sont pas des banques, mais qui ont des licences de conseil en investissement et de courtier en assurance, en règle générale, et qui font de la gestion de patrimoine de plein droit. On voit apparaître aussi des fonds d'investissement qui facilitent une concentration de ces CGP, qui notamment pour faire face à l'accélération des coûts, parce qu'ils sont sous la même réglementation que les banques, commencent à constituer des pôles très importants et qui bouge beaucoup, qui est en voie de consolidation. Et je pense qu'on continuera de voir dans les prochains mois ou certainement d'autres opérations de concentration. Un marché qui aussi, néanmoins, continue d'attirer les nouveaux entrants, donc ça c'est très significatif, qui sont de trois sortes. J'ai mis deux sortes en fait sur cette slide, mais la première, c'est qu'on voit encore des banques vraiment se positionner sur la banque privée. Donc cette année ont été annoncées de manière assez significative l'arrivée ou le retour de Goldman Sachs notamment, et de Citi sur le marché. Alors là, vraiment des très grandes fortunes.
Et puis, on a vu aussi Méléis Bank, repris par, donc c'est l'ancien Barclays, le réseau des conseillers en gestion de patrimoine, repris par Méléis, qui développe une activité de banque privée, donc avec un actionnaire là aussi, un fonds d'investissement, Anacap, si je ne m'abuse. Et puis, très récemment, je crois que ça date d'une dizaine de jours, la Banque Postale qui a annoncé aussi des investissements assez importants dans le monde de la banque privée, autour de la BPE, qu'elle avait déjà reprise il y a quelques années, que j'aurais pu citer parmi les concentrations, et en lançant sa marque Louvre Banque Privée, avec des ambitions assez importantes. On a évidemment vu arriver aussi depuis quelques années, on commence à voir arriver quelques acteurs purement digitaux. J'en ai cité quelques-uns, comme XCA en matière d'assurance vie, ou Yomoni en matière de robot advisor, c'est-à-dire de gestion de portefeuille très, très robotisé, ou WeSave, des solutions comme ça d'épargne. Alors plutôt sur, me semble-t-il, je ne connais pas très bien ces acteurs-là, mais pour l'instant plutôt sur l'entrée de gamme du marché de la banque privée. Amélie, ainsi vous avez cité tout à l'heure que le marché ciblait des patrimoines supérieurs à 1 million d'euros. Bon, il y a des approches variables d'un établissement à l'autre. Hein. On se trouve des acteurs qui veulent exclusivement du très très haut de gamme, parfois à plus de 5 millions, 10 millions, 20 millions d'actifs minimum. On a des acteurs qui ont une vision beaucoup plus large, qui démarrent parfois à quelques centaines de milliers d'euros d'épargne financière, voire moins, notamment sur les acteurs en ligne. C'est sûr que Internet permet aujourd'hui d'adresser un marché très large. Les acteurs n'ont pas tous la même stratégie. Ceux qui sont adossés à des réseaux bancaires ont certainement plutôt une approche plus large et plus, on parle de mass affluent parfois. Hein. Voilà, je pense que toutes les stratégies sont pertinentes. Néanmoins, il faut quand même avoir en tête que il n'y a que 4% des ménages en France qui détiennent un patrimoine brut de plus d'1 million d'euros. 27 millions de foyers fiscaux, donc l'INSEE qui fait des statistiques nous annonce 4%, c'est-à-dire environ 1 million de foyers qui en fait ont un patrimoine brut de plus d'1 million en incluant l'immobilier et avant les dettes. Donc on voit que c'est un marché qui n'est pas si large que ça, et on a seulement 1% des patrimoines, c'est-à-dire des foyers, donc environ 270 000, qui ont un patrimoine supérieur à 2 millions d'euros, patrimoine brut, avec un patrimoine moyen de 4 millions. Donc voilà, avec 35 à 40% en actifs financiers. Donc, à la louche, sur le premier décile des foyers détient environ 400 milliards d'actifs financiers. Bon, quand on fait le total de ce que les banques privées en France détiennent comme actifs, on n'est pas très loin de ce chiffre-là. Il est évident que quand on veut cibler des profils qui peuvent mettre 5 millions, par exemple, dans une banque privée, on réduit considérablement le nombre de la cible de clientèle. Hein. Donc, c'est une vraie question, je pense, pour les banques, pour les acteurs, de savoir quel marché cibler, pour savoir si on se concentre sur un très petit nombre de clients susceptibles de générer un très gros revenu pour la banque, ou si, et avec des risques évidemment d'avoir très très peu de clients, d'avoir à amortir ses coûts, évidemment, parce qu'il faut aussi offrir le service qui va avec ensemble, ou si, au contraire, on élargit la cible de clientèle avec des perspectives de revenus beaucoup plus attractives, mais peut-être un défi d'avoir à gérer un beaucoup plus grand nombre de clients, ce qui n'est pas simple non plus. Et avec peut-être une qualité de service qui pourrait être moindre, je reviendrai là-dessus plus tard. Voilà, donc voilà un petit peu le panorama, je pense, qu'on peut faire à grands traits du marché aujourd'hui. Pour moi, je pense que le secteur et donc les acteurs doivent faire face doivent entreprendre une transformation assez importante. Si on se met un peu en perspective, il y a une vingtaine d'années, le métier, c'était la gestion de portefeuille. Donc, les premières banques privées étaient des banques qui ne faisaient que ça, de la gestion de portefeuille, et elle se distinguait à ce titre des banques de réseau qui n'avaient quasiment pas d'activité de services d'investissement. Donc conseil en investissement, réception, transmission d'ordre, gestion de portefeuille, c'est des services qui se trouvaient dans des banques qui ne faisaient que ça et qui se sont fait une très belle réputation. D'ailleurs, il y a un nom là-dessus.
On a clairement, depuis 20 ans, une disparition progressive des frontières. Toutes les grandes banques à réseau ont évidemment développé des activités de banque privée et dédié un certain nombre de leurs agences à la grande clientèle, que ce soit chez BNP, chez Société Générale, chez HSBC, chez LCL ou CIC, un peu partout, on trouve des entités de banque privée assez performantes aujourd'hui, qui sont venues brouiller les pistes, en offrant d'ailleurs des services souvent beaucoup plus complets et en pouvant notamment développer le crédit de manière assez offensive en raison d'un bilan extrêmement solide de ces établissements. On a les acteurs de l'Internet qui aujourd'hui donc commencent à apparaître et viennent aussi bousculer certainement l'ensemble du secteur. Et on a toutes ces transformations qu'on va évoquer qui poussées par Internet, poussées par l'évolution des mentalités, qui sont à mon avis de 4 ordres. Le premier, c'est la nécessité de revoir l'expérience client. C'est devenu un sujet majeur dans tous les métiers, dans toutes les industries. Ça n'échappe pas à la banque privée. On en parlera. Il y a un sujet majeur de développement. Comme on l'a vu, le marché n'est pas si large que ça. Il y a déjà beaucoup d'acteurs. Donc, la clé de la survie ou de la pérennité des établissements, c'est bien sûr le développement du fonds de commerce, c'est-à-dire du nombre de clients et des actifs confiés par ces clients. Il y a un vrai défi quant au business model, j'ai déjà un peu évoqué le sujet, pour savoir de quoi on veut vivre et quel segment de clientèle on adresse. Et puis, il y a un défi probablement qui va être croissant dans les prochaines années, qui est le défi du sens. C'est-à-dire qu'est-ce qu'une banque privée peut apporter à ses clients, à ses employés aussi, en termes de sens, puisque chacun sait qu'aujourd'hui, c'est aussi une tendance lourde qui traverse un petit peu tous les métiers et qui font que les acteurs qui réussissent le mieux sont ceux qui savent donner du sens à ceux qui le font. Alors, sur l'expérience client, ce qui est nouveau aujourd'hui, clairement, c'est que le digital s'infiltre absolument partout. Donc, ça n'échappe pas à la banque privée. Pour autant, la banque privée, c'est un métier qui, jusqu'à présent, est un métier essentiellement de conseil. La qualité du conseil, la qualité des talents qui sont mis en relation avec les clients est un élément essentiel de la satisfaction. Donc, l'articulation du digital et de l'humain ne va pas de soi, parce que le digital, en général, il y a peu de conseils avec. Donc les clients réclament du digital. Je pense qu'aujourd'hui, personne ne peut penser qu'un client de banque privée est un client qui ignore le digital et qui continuera longtemps de se satisfaire de devoir tout faire en téléphonant ou en parlant ou en voyant son conseiller ou son banquier. Il est évident que les banques privées doivent aussi digitaliser leurs relations clients et donc fournir à leurs clients des outils performants pour gérer son patrimoine. Sans pour autant, et c'est toute la difficulté, mettre de côté évidemment la compétence de leur banquier et en évitant donc que le client finalement ne dévalorise la banque en ne voyant la banque qu'à travers son outil digital, alors que ce métier reste un métier très complexe qui nécessite beaucoup de conseils, investir sur les marchés, transmettre son patrimoine, préparer une session d'entreprise, réfléchir à des donations intergénérationnelles, comment dire, utiliser son patrimoine à des fins philanthropiques. Tout ça est très complexe et on est très, très, très loin de permettre, évidemment, d'avoir des outils qui permettent de faire ça de façon totalement autonome. Et les compétences et les connaissances qui doivent être maîtrisées par le client resteront très très longtemps en dehors de son reach, de son atteinte, hors d'atteinte. Et je pense que même s'il est clair que l'intelligence artificielle va progressivement trouver sa place dans la banque privée, on est encore très loin de pouvoir anticiper une disparition des conseillers en gestion de patrimoine ou des banquiers privés. Mais en revanche, voilà, le sujet, ça va être le sujet. C'est clair que tout ce qui est transactionnel va trouver, à travers le digital, une amélioration de process
et l'opportunité de donner de grandes satisfactions aux clients, pouvoir faire lui-même par lui-même beaucoup de choses, des souscriptions, des rachats, suivre l'évolution de son portefeuille, faire des arbitrages, améliorer, peut-être personnaliser son reporting. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Éventuellement agréger des comptes qu'il détient dans plusieurs établissements. C'est beaucoup de défis pour les banques d'arriver à proposer ce type d'outils. Et puis en même temps, il faudra qu'il puisse y avoir des interventions du conseiller ou du banquier à certains moments clés qui nécessitent des choix, des décisions du client pour lesquelles il n'a pas forcément toutes les données en main. Voilà, je pense que dans l'expérience client, un des éléments qui me semble important aussi, c'est passer au-delà du rapport client-banquier. Il faut absolument que le client se sente connu de la banque en général, et peut-être idéalement de ses dirigeants. Et là se pose la question du temps que les dirigeants peuvent consacrer à la rencontre des clients et au suivi du business, on va dire, et de l'activité commerciale, puisque les dirigeants de banque sont très sollicités par les sujets non commerciaux, les sujets de conformité, les sujets de technologie, les sujets administratifs, les sujets de partenariat ou je ne sais quoi, les sujets stratégiques, mais il ne faut pas oublier le temps consacré aux clients. Les clients, dans une banque privée, je pense, s'attendent, sont en tout cas extrêmement satisfaits quand ils connaissent, ils se sentent connus du management. Le deuxième grand défi que j'ai évoqué, c'est le développement du fonds de commerce. Donc, trouver des clients, hein, il faut constamment renouveler le stock de clients. Il faut le rajeunir en permanence, puisque par définition, les clients vieillissent et disparaissent. Chaque disparition d'un client, c'est une perte en général de capitaux, ne serait-ce qu'au titre de la fiscalité des successions. Et puis aussi parce que très fréquemment, eh bien, l'ensemble des héritiers ou des ayants droit ne sont pas clients de l'établissement qui voit son client décédé. Et donc, il n'y a qu'une partie du patrimoine qui va rester dans la banque. Donc, trouver des clients, c'est vraiment un défi et un effort de développement considérable à faire par tous les acteurs. Alors, certains dédient des équipes au développement, d'autres considèrent que c'est plutôt un banquier qui gère un portefeuille de clients de le faire vivre, de le développer, par la recommandation notamment. Je pense qu'il ne faut pas négliger l'effet de la nécessité d'investir sur la marque. Je crois qu'on est dans un métier qui se rapproche un peu de luxe, évidemment, qui n'en a pas tous les codes et qui n'en ressemble pas complètement. Mais l'investissement sur une marque, sur la marque, doit être très important. Et pour construire une image, une réputation, mettre en avant les éléments forts de la marque. Hein, par exemple, la sécurité qu'offre un adossement à un très grand groupe avec un très bon rating, une image de dynamisme. Je pense que de plus en plus, c'est important dans ce métier. Il faut faire très attention à ce que l'image de marque ne soit pas un peu vieillotte. Je crois que là, les établissements ont pour certains, enfin, je pense, à réfléchir à éviter de paraître un peu trop traditionnel, puisque ça n'échappe à personne que les fortunes d'aujourd'hui sont plus jeunes, plus affranchies des codes, plus voilà, attendre des comportements un petit peu moins old school peut-être que par le passé. Les réseaux sociaux, évidemment, la marque se construira beaucoup demain et dès maintenant sur les réseaux sociaux. Je pense que là, nous avons tous les acteurs, beaucoup d'efforts à faire encore pour occuper le terrain de façon convaincante. Le deuxième grand aspect, c'est le sourcing, c'est-à-dire identifier les secteurs dans lesquels on peut trouver des clients, pour lesquels l'offre qu'on a construite va être adaptée. Et donc, moi, je crois beaucoup de multi-sourcing. Hein. Évidemment, tout le monde pense à la cession d'entreprise comme étant le sourcing principal, évidemment, de clients fortunés, ce qui est très vrai. Mais beaucoup de monde dessus, ça nécessite des efforts très importants pour être en amont des cessions d'entreprise. Je crois qu'il est très important aussi de nourrir des réseaux quand même d'apporteurs en B2B, B2B, B2C, alors que ce soit les family office, que ce soit des entreprises qui cherchent à assurer à leurs cadres dirigeants des services privés efficaces qui leur permettent de consacrer, par exemple, consacrer leur temps au maximum aux affaires de l'entreprise. Que ce soit des synergies
avec d'autres acteurs, notamment, je pense aux acteurs évidemment de la banque corporate et de la banque de financement et d'investissement, pour ceux qui appartiennent à des groupes de cette nature. Je crois qu'il faudra de plus en plus aussi travailler l'acquisition en direct, à travers des ciblages, notamment sur les réseaux sociaux, sur certains d'entre eux, qui permettent de lancer des opérations très ciblées. Je crois qu'il va falloir investir là-dedans beaucoup plus par le passé. Et puis peut-être pour certains, parce qu'il y a ce que j'appelle le pépiniérisme ou la nurserie. Certains acteurs ne veulent que des clients qui peuvent apporter tout de suite 1 million, 2 millions, 5 millions ou 300 000 euros, peu importe. On est dans un métier qui nécessite parfois d'accepter de faire entrer dans la banque des clients, dans le portefeuille, dans le fonds de commerce, des clients qui n'ont pas tout de suite le niveau de capitaux attendu, mais qui offrent une certaine promesse de pouvoir collecter un jour ou l'autre des capitaux importants, soit parce que ce sont des héritiers, soit parce qu'ils sont tête de patrimoine non cotés, mais qui seront liquides un jour ou l'autre, etc. Donc le travail du pépiniérisme me semble un bon vecteur de sourcing. Voilà, il y a aussi évidemment certaines banques qui investissent en capital dans les entreprises. Alors là, c'est un atout très fort, évidemment, pour le moment venu être aux côtés du dirigeant qui cède son entreprise. Je crois que les banques, troisième point et dernier point sur le développement du fonds de commerce, qui va favoriser le développement du fonds de commerce, c'est l'affichage d'une différence. Il faut marquer cette différence. Il y a beaucoup d'acteurs, il est parfois difficile de donner une couleur à ces acteurs, de voir en quoi ils se distinguent du lot. Il faut sortir du lot. C'est assez compliqué, c'est pas impossible. Il faut travailler beaucoup sur la culture, je pense, d'entreprise, parce que c'est une vraie différence d'un établissement à l'autre, mais encore faut-il qu'elle soit perceptible. Et parfois, je pense que c'est sous-estimé. Donc, travailler sur sa propre culture, bien la comprendre, bien la connaître, la faire connaître, la rendre lisible. Il faut mettre en évidence ses propres points forts. On a tous des points forts dans ce métier, je pense. Il faut travailler sur ces points forts, hein, c'est clair. Par exemple, à la Banque Atlantique, je crois que l'international est un point fort, ou la philanthropie est un autre. Les liens, le côté gestion du patrimoine en action de l'entreprise, l'action d'entreprise qu'on reçoit gratuitement au travers des stock options des BSPCE est un domaine très bien maîtrisé et sur lequel on a réussi petit à petit à se faire connaître et reconnaître. Voilà, je pense qu'aussi que la différence va se jouer de plus en plus au niveau de la spécialisation des équipes. Pour faire la différence, il faut avoir des collaborateurs qui connaissent mieux que la concurrence certains profils ou certains secteurs d'activité pour être pertinents dans l'appréciation des besoins des clients, dans la construction d'une réponse adaptée. Et les clients sentent parfaitement que, il y a en face d'eux quelqu'un à qui on n'a pas besoin de leur expliquer le b.a.-ba et le jargon, souvent, ne serait-ce que le jargon employé, que ce soit dans le private equity, que ce soit dans la cession d'entreprise, que ce soit dans la tech demain ou dès maintenant. Voilà, je crois qu'il va falloir spécialiser de plus en plus les équipes. Et dernier point, peut-être pour marquer la différence, je crois qu'il faut jouer sur le fait qu'on a un modèle qui parfois peut être à 360 degrés, dans lequel on cherche à gérer l'intégralité d'une relation avec un client, ce qui est très bon pour la fréquence des relations qu'on entretient avec ce client, pour la valeur ajoutée perçue par le client, mais qui est également évidemment très contraignant, puisqu'il faut s'encombrer de beaucoup de comptes qui parfois sont de peu de valeur pour la banque. Il faut gérer des flux, il faut ouvrir des comptes à des sociétés, parfois faire du crédit. Bon, tout ça c'est complexe, mais ça apporte une vraie différence. Certains établissements, évidemment, préfèrent se concentrer uniquement sur la partie, disons, la plus noble du métier, la gestion de l'investissement, la transmission, l'ingénierie patrimoniale. Bon, c'est un choix aussi. Il faut que ce soit bien clair, en tout cas bien affirmé, et ensuite que le fonctionnement de la banque soit en ligne avec les promesses qu'on fait aux clients. Mais il faut des promesses très claires et aussi différenciantes que possible. Avant-dernier point, je pense, des défis de l'industrie aujourd'hui, c'est bien réfléchir au business model, c'est-à-dire comment gagne-t-on de l'argent dans ce métier. Bon, alors le cœur du métier, c'est évidemment la gestion financière, c'est la distribution de l'épargne financière, mais les commissions de distribution sont plutôt
plutôt en baisse, hein, sous l'effet de la transparence voulue par MiFID, sous l'effet aussi du fait que distribuer des produits aujourd'hui c'est rendu facile par Internet, donc il y a de plus en plus d'acteurs qui peuvent assez facilement construire une offre et la distribuer. Et l'accès à l'offre étant plus facile que par le passé, évidemment, la valeur ajoutée du distributeur est moindre. Le côté transactionnel aussi, qui est un aspect historiquement très important du PNB des banques, c'est-à-dire les commissions de bourse, les commissions de flux, les droits de garde, par exemple, sur un compte titre, sont en voie de disparition, certainement à horizon 5-10 ans. Or, c'est un élément très important du revenu des banques. A contrario, on a dans les banques privées, on offre beaucoup de services, on a beaucoup de conseils à leur ajouter, mais traditionnellement qui n'est pas facturé. Donc il y a un vrai défi d'arriver à générer des revenus qui vont compenser, des revenus qui vont valoriser ce que la banque apporte en termes de services et de conseils, et qui vont à terme devoir compenser la perte de revenus sur le transactionnel. Donc, il y a un vrai défi pour mieux valoriser l'expertise apportée au client, pour lui faire accepter de payer cette expertise. Ça va passer certainement par l'enrichissement des prestations de conseil, la précision des livrables et donc la création de parcours pour le client qui vont lui permettre de définir des expressions de besoin, qu'est-ce qu'il veut exactement, qu'est-ce que la banque peut lui offrir comme réponse précise, avec des livrables et qui vont justifier, à mon avis, une facturation. Il va falloir aussi certainement, probablement, je pense, pour les banques qui ont des liens avec les métiers de banque de financement et d'investissement, trouver le moyen de vendre des prestations de cette nature qui font l'objet de commissions beaucoup plus fortes, comme les commissions évidemment sur les mandats de cession d'entreprise. Ou aussi la transaction immobilière. Je crois que l'immobilier est une grande source, à mon avis, de revenus futurs pour les banques. Le patrimoine immobilier, évidemment, est très important dans le patrimoine des Français. La gestion de ce patrimoine immobilier, la fourniture d'opportunités d'investissement va être au cœur peut-être un peu plus que par le passé, de la gestion de patrimoine. Plus généralement, d'ailleurs, c'est mon deuxième thème, c'est que les banques sont amenées à diversifier considérablement leur offre, c'est un vrai défi. On est parti de la gestion de portefeuilles investis en bourse. Les 10 dernières années ont vu se développer considérablement le private equity comme offre d'investissement. Et plus largement, très certainement, on va voir dans les années qui viennent le développement du private equity immobilier, le développement de l'investissement dans les infrastructures, dans les actifs réels, développement du venture capital. Bon, tout ça, c'est des défis complexes, mais une partie plus importante du patrimoine des clients va être dirigée vers ces classes d'actifs. Et donc, c'est là qu'on va trouver des revenus nouveaux, puisqu'il y aura de la valeur ajoutée, donc la capacité de facturer des commissions, surtout quand on va avoir la capacité à faire des feeders, ce qu'on appelle des feeders, qui vont permettre de descendre le niveau d'investissement des clients, tout en leur permettant d'accéder, grâce à la mutualisation des investisseurs, à des investissements jusque-là réservés à des investisseurs plutôt institutionnels. Je pense qu'il va y avoir un rapprochement très, très, très fort sur les très grands clients du monde de l'investissement institutionnel avec le monde de la banque privée. Dernier aspect du business model, c'est le crédit. Le crédit a déjà pris de l'importance avec la baisse des taux, puisque la baisse des taux a beaucoup boosté l'activité de crédit dans le monde de la banque privée. Je pense que ce n'est pas terminé et que le crédit de nature plus corporate, là aussi, avec une disparition progressive des frontières avec la banque de financement et d'investissement, va accompagner pour le coup la hausse des taux. La hausse des taux est un événement plutôt positif pour le monde de la banque privée. Bon, la baisse des taux a été négative, je l'ai expliqué, la hausse des taux sera positive, on va pouvoir retrouver un peu de place pour faire de la marge, et puis les excès de liquidité qu'on va avoir vont probablement produire des revenus positifs. Mais je crois que pour être compétitif sur les grands clients, surtout les entrepreneurs, ou les grands patrimoines, la gestion du passif va prendre de l'importance. On a beaucoup travaillé la gestion d'actifs, mais l'optimisation du passif d'une grande holding
le recours au financement permettant de financer des transmissions d'entreprises, des grandes donations, des acquisitions, des relutions dans des groupes, vont nécessiter des compétences nouvelles, mais offrent des perspectives évidemment de rendement de crédit beaucoup plus élevées, des commissions flat aussi beaucoup plus élevées, à condition évidemment de savoir gérer des risques d'une nature nouvelle, pas seulement le loan to value sur un bel actif immobilier parisien ou sur un portefeuille de valeurs du CAC 40, mais aussi à prendre en garantie des actifs non cotés, du private equity notamment, ce qui va être quand même beaucoup plus complexe. Mais il y aura beaucoup de valeurs, donc beaucoup de revenus. Voilà, je termine avec le dernier point qui me semble important, le sens. Je crois que les jeunes générations, on le sait bien, sont très attentives à l'utilisation qu'on fera de leur argent et donc vont attendre des banques et de leurs conseils en investissement d'avoir un vrai discours et au-delà du discours, évidemment, des actes qui montrent qu'on se préoccupe d'orienter l'argent et d'aider les clients à faire du bien avec leur argent, on peut dire ça comme ça. Alors, il y a 3 étapes à mon avis. Il y a l'étape, évidemment, ESG, donc la prise en compte de critères extra-financiers liés aux objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc ça, je crois que c'est un mouvement qui est bien engagé, qui ne va pas de soi, qui n'est pas simple du tout, parce que les définitions ne sont pas homogènes, parce que on trouve absolument tout dans l'univers des fonds. Alors peut-être qu'avec la réglementation SFDR, une nouvelle réglementation, une de plus, mais qui vise à imposer d'abord la définition d'un profil d'investisseur socialement responsable dans les questionnaires clients, les profilages des clients, et puis qui oblige les fonds notamment à se positionner en article 6, 8 ou 9, va probablement clarifier un petit peu le système, mais ce n'est pas simple du tout. Au-delà de l'ESG, je pense que les clients vont attendre des propositions d'investissement à impact. Derrière le mot impact, là aussi on met beaucoup de choses, mais très certainement les perspectives d'avoir des rendements associés à l'atteinte d'objectifs d'impact social notamment. Donc là, on voit apparaître quelques propositions de ce côté. Et ce n'est pas simple pour les banques, je pense, de bâtir des compétences. Il va falloir des équipes sans doute dédiées à ce type d'investissement. C'est très nouveau. Au-delà de l'investissement impact et ESG, je crois que la philanthropie, et donc là, on est vraiment carrément dans l'intérêt général, et donc l'investissement à perte, peut-on dire, bon, c'est du don, mais c'est surtout, je pense, quasiment une classe d'actifs. Les clients, un certain nombre d'entre eux, pas tous, mais on voit bien qu'il y a une tendance à l'américanisation quand même de la société française, et donc les grands investisseurs et les grands entrepreneurs ont tendance à allouer de plus en plus une partie de leur patrimoine à la philanthropie, donc au financement de l'intérêt général à but non lucratif, où là, il n'y a pas de rendement à attendre, sinon celui de pouvoir soutenir des acteurs de l'intérêt général, associations, fondations, qui ont, avec là aussi une recherche d'impact et de professionnalisme très fort de la part des investisseurs qui veulent bien allouer une partie de leur capital, qui va produire des revenus. Alors, grâce à la hausse des taux, là, on va avoir un impact positif, puisqu'on va retrouver la possibilité de générer des revenus réguliers qui vont pouvoir être dirigés vers le secteur de l'intérêt général. Donc, je crois que les banques ont intérêt à développer des services de philanthropie et donc des compétences en matière de sélection de projets, d'accompagnement des clients dans le secteur de l'intérêt général, voire en mettant à la disposition de leurs clients des outils de type fondation ou fonds de dotation pour les aider à mettre peut-être le pied à l'étrier. Et puis, alors, bon, cerise sur le gâteau pour certains, je pense que certains acteurs vont se poser la question d'être une entreprise à mission ou à impact positif, c'est-à-dire, par exemple, disposant d'une certification de type B Corp. Bon, c'est assez exigeant, et je crois que certaines banques ont déjà fait le pas. Nous sommes nous-mêmes, Banque Atlantique, dans un groupe, Crédit Mutuel Alliance Générale, qui s'est défini comme une entreprise à mission. C'est très exigeant, ça nécessite de prendre des engagements vis-à-vis de la société. Ça nécessite de créer un comité de suivi de l'impact, ou de la mission, comité de mission plutôt, avec des personnes indépendantes qui vérifient que l'entreprise fait bien les efforts qu'elle a promis de faire dans les différents domaines. Je crois que c'est un moyen, là, je parlais de différence tout à l'heure, certainement pour certains établissements peut-être,
de se construire une image de marque et une différence très nette. Voilà un petit peu, à mon avis, ce qui attend les acteurs de la banque privée. Et donc, pour tous ceux qui vont rejoindre ce métier, hein, je pense qu'il y a matière à y trouver énormément d'intérêt, au-delà, évidemment, de l'intérêt naturel que représente ce métier en matière d'accompagnement de clients, le plus souvent de grande qualité, avec sur des problématiques extrêmement intéressantes à travailler, qui est celle de la gestion de patrimoine classique, l'ingénierie patrimoniale, l'investissement financier, le crédit, etc. Voilà pour ma présentation. Je pense qu'il est sans doute temps de passer aux questions. J'ai peut-être été un peu long, Amélie, je vous en demande pardon. Non, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, j'invite tous ceux qui veulent poser des questions à les écrire sur le chat. Donc, il y a une première question qui a été déjà écrite. Est-ce que c'est un secteur qui recrute? Je pense que c'est un secteur qui aujourd'hui recrute beaucoup, oui. Alors nous-mêmes à la Banque Transatlantique, pour vous donner un exemple, nous avons quand même 40 postes ouverts. Alors on n'a pas 40 postes de banquiers, on est 400, hein, grosso modo 450 dans la banque, donc c'est un effort de recrutement considérable. Quand je dis 40, je parle de création de postes. Hein. Là, je ne parle même pas de remplacement. Alors, il y a des alternants là-dedans, il y a des CDI, il y a une quinzaine d'alternants, environ 25 postes de CDI. Et il n'y a pas que des postes commerciaux, mais je pense que oui, c'est un secteur qui recrute encore. Et comme je l'ai dit, il y a des nouveaux entrants, donc certainement, il y a plutôt un environnement assez positif pour les talents. Et ce qu'il faut bien voir, je n'en ai pas parlé, c'est que, à moins de faire du crédit dans cette activité, et tout le monde ne fait pas de crédit, c'est un secteur qui demande très peu de fonds propres. Donc, on peut constituer on peut se positionner dans le secteur avec très peu de capital. Un peu plus que par le passé, parce que justement les coûts augmentent et qu'il y a des investissements à réaliser. Mais en termes de risque, la gestion d'actifs, hein, la gestion ne nécessite pas de fonds propres, alors que l'activité de crédit demande des fonds propres. C'est pour ça que ça reste une activité dont la rentabilité est assez forte pour peu qu'on limite les fonds propres qu'on lui dédie. Alors, je lis une remarque qui a été faite. Les gestionnaires de patrimoine pourront toujours s'appuyer sur l'expertise des gérants de portefeuille. Oui, je pense que dans la plupart des établissements, alors peut-être chez les conseillers en gestion de patrimoine, la fonction gestion de patrimoine, conseil en gestion de patrimoine et conseil en investissement financier est souvent réunis dans la même personne. Dans les banques, je pense qu'il y a eu maintenant, au cours des 10-15 dernières années, une séparation claire des métiers, peut-être en 3 métiers d'ailleurs. Il y a le métier de l'ingénierie patrimoniale, clairement, où on fait du conseil fiscal, juridique autour de la gestion de patrimoine et de la transmission du patrimoine et de sa détention. On a le métier de gestionnaire d'actifs, hein, gestionnaire de portefeuille, où là vraiment, dans le cadre d'un mandat confié par le client le plus souvent, qui est un mandat de conseil ou un mandat de gestion déléguée, on réalise des arbitrages et des investissements, où on propose des investissements financiers, soit en titre, en ligne directe, dans des sociétés directement ou dans des fonds. Il faut évidemment une excellente connaissance des sous-jacents financiers et extra-financiers maintenant d'ailleurs aussi. Et puis on a le 3e métier principal qui est celui de gestionnaire de la relation client, qui est en soi un métier qui est un métier vraiment le plus commercial peut-être des 3, le moins technique, bien que nécessitant des compétences approfondies et en ingénierie patrimoniale et en finance, en investissement financier, mais avec la tâche principalement de chef d'orchestre, hein, pour mettre en avant les différentes expertises de la maison et gérer une relation client, ce qui est un métier en soi. Je vous renvoie éventuellement d'ailleurs effectivement au chapitre 11 du livre que vous avez évoqué, où je détaille ces aspects de la relation client, et notamment le savoir-faire qu'il faut développer pour que le client vive une expérience positive et pérennise sa relation avec la banque ou l'établissement et concentre progressivement l'essentiel de sa relation avec elle ou avec lui. Voilà, il s'agit donc du manuel gestion de patrimoine de chez Vuibert, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. Alors,
quelle thématique pouvez-vous faire appel à des... non, sur quelle thématique pouvez-vous faire appel à des cabinets de conseil en organisation? Alors, ben, écoutez, là, c'est que vous l'avez compris, les défis en termes d'organisation sont grands pour les banques, donc je pense que les banques privées, donc c'est sûrement un secteur qui offre beaucoup d'opportunités pour les cabinets de conseil, si j'ai bien compris la question. Cela dit, je suis un mauvais exemple parce que à la Banque Atlantique, nous utilisons très peu les cabinets externes. C'est pas tellement la culture du groupe dans lequel auquel on appartient. Deuxièmement, une partie très importante des problématiques que nous avons, en fait, sont résolues par des équipes du groupe. C'est une des, je pense, un des éléments clés de ce qu'est la Banque Atlantique. C'est un établissement qui est adossé au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, un établissement extrêmement important. C'est 70 000 collaborateurs en France, 53 milliards de fonds propres, 3 milliards et demi de résultats. Donc les équipes d'organisation et d'informatique sont très, très, très importantes. Et voilà, il nous reste, nous, à la marge, des sujets propres à la banque privée ou à certains métiers qu'on a développés de manière beaucoup plus fine et perfectionnée. Mais là, on a soit, en général, on a nos équipes internes qu'on a constituées parce que c'est elles qui... Le besoin est suffisamment important et permanent. Et puis, par exception, on va se faire conseiller de temps à autre. Je pense que d'autres établissements, surtout ceux qui sont peut-être pas adossés à des grands groupes, ou qui sont adossés à des grands groupes étrangers, qui sont peut-être pas très bien placés pour gérer les spécificités du marché français, auront besoin de recourir à des cabinets de conseil plus que nous. Mais on l'a fait pour la MIF, on l'a fait pour développer des outils informatiques, pour envisager des développements stratégiques dans certains secteurs qui sont prioritaires pour nous. Donc oui, je pense que si les cabinets de conseil connaissent des croissances à 2 chiffres depuis des dizaines d'années, c'est pas fini. Et entre la digitalisation et la conformité, ils ont là deux réservoirs de puissants fonds d'affaires avec les banques privées. Et peut-être d'ailleurs aussi maintenant tout ce qui est ESG impact. Oui. À condition d'avoir quand même des équipes aussi en interne très compétentes, parce que il faut évidemment que le conseil apporté soit pertinent. Très bien. Vous nous avez parlé donc de la clientèle qui rajeunissait. Est-ce qu'il y a d'autres tendances du changement qui opèrent auprès de la clientèle? Est-ce qu'on peut imaginer ce qu'elle sera plus tard, hormis les aspects effectivement technologie, etc.? La clientèle change parce que son rapport à la technologie est très différent. Enfin, les gens qui ont 30, 35 ou 40 ans ont déjà un rapport très différent au digital par rapport à ceux qui ont 60, 70 ans, qui sont souvent le cœur des fonds de commerce des banques privées. Deuxièmement, je pense qu'en termes d'investissement, ils vont avoir un rapport très différent. Moi, j'avais été très frappé. Je suis allé en 2018 à San Francisco. Il se trouve qu'on a, nous, une équipe à San Francisco et sur le territoire américain. J'ai rencontré beaucoup d'acteurs et de clients, d'ailleurs, de la banque. Et j'avais été très, très, très frappé de voir que la gestion, telle qu'on l'entend ici encore en France, c'est-à-dire le patrimoine investi en bourse, c'était vraiment devenu très, très minoritaire dans les patrimoines des fortunes californiennes. Le gros du patrimoine des fortunes californiennes est investi dans le non-coté, alors qu'il y a une prise de risque, même, on pourrait même, c'est pas seulement le LBO, c'est même le venture, de manière extrêmement forte, avec une recherche évidemment de plus-value et même sans perspective d'introduction en bourse. Et la bourse, pour eux, c'était, grosso modo, c'était leur livret A. Le livret A du français, le compte sur livret, enfin l'épargne sécurisée, voilà, c'était une partie minimaliste et c'est les liquidités dont ils ont besoin, ils les investissent en bourse. Est-ce que demain, ce sera le profil du client moyen en France? J'en suis pas complètement certain parce que on a une culture de risque qui n'est pas du tout la même. Néanmoins,
on voit bien que quand même en France, depuis 20 ans, la culture du risque se développe, l'entrepreneuriat se développe, la tech se développe, et que les mentalités changent. Et on voit bien que les étudiants de grandes écoles, quand ils sortent, ils prennent plus les mêmes jobs qu'il y a 20 ans ou 30 ans. C'est moins dans le CAC 40 qui vont et beaucoup plus dans les startups. Donc tout ça va avoir des effets. Donc je crois que ce qui est très important surtout, c'est de développer des actifs alternatifs, non cotés. Alors en direct, ça me paraît extrêmement difficile pour une banque aujourd'hui de proposer un investissement dans un tour de table que fait une start-up, que ce soit en seed, en série A, B, C, D, E ou je ne sais quoi. Sur les valeurs de croissance, déjà c'est très compliqué. Sur les valeurs en LBO, peut-être possible. Bon, c'est très compliqué. Donc, mais le développement le référencement de grands fonds, faire participer les clients à des grandes levées de fonds est thématique, bien souvent. Je pense que le thématique va aussi beaucoup se développer. Voilà, ça, c'est une nécessité absolue. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question, mais je pense que oui, quand même. Si. Oui, bien sûr. Alors, il est clair que les clients c'est peut-être pas pour les 2-3 ans qui viennent, mais si on se projette à 10 ans, dans 10 ans, les gens qui auront 35 ans sont des gens qui ont 25 ans aujourd'hui. Je pense que les investissements qu'ils feront dans 10 ans avec leur cash out sera très différent de celui que fait aujourd'hui un client qui a 45 ou 55 ans et qui a fait son argent sur des options ou sur une session d'entreprise en fin de carrière. Voilà, alors ça va tout à fait dans le sens de la question suivante. Il y a beaucoup de cash-out chez les nouvelles générations avec des entrepreneurs millionnaires à un très jeune âge, licorne, NFT, etc. Comment gérez-vous ce type de clientèle à la Banque Transatlantique? Certaines banques privées veulent mettre en place des équipes dédiées pour cette nouvelle clientèle, donc Swiss Life, Pictet, etc. Pensez-vous que c'est un sujet majeur de la banque privée? Je pense que c'est un sujet majeur de la banque privée. Oui, la réponse est oui. Nous-mêmes, nous avons aussi constitué une petite équipe dédiée au secteur de la tech, qui est à cheval États-Unis-France déjà, parce que je pense que ça fait partie de nos avantages compétitifs que d'offrir des solutions transfrontières et notamment avec les États-Unis, et que une bonne partie de ces entrepreneurs ont ou vont tisser des liens avec les États-Unis. Donc, voilà. Mais nous, oui, à Paris comme aux États-Unis, on a quelques personnes, un petit nombre pour l'instant, mais c'est clair qu'ils doivent très très bien connaître le secteur, à qui on n'a pas besoin de réexpliquer ce que c'est que du seed ou voilà, tous les concepts. Voilà. Maintenant, au-delà de ça, ça pose des problèmes très très complexes aux banques, je pense. Hein. D'une part, parce que avant que le cash out soit réalisé, c'est quand même très compliqué de se positionner en crédit auprès de ces entrepreneurs. Là, on est très très loin des bases habituelles dans les d'octroi de crédit à une clientèle de banque privée ou à une clientèle d'entrepreneurs, même quand on a des activités de corporate, hein, parce que les banques savent faire du crédit à des sociétés qui ont des cash flows positifs, mais elles sont quand même, le moins qu'on puisse dire, c'est mal à l'aise pour faire du crédit à des sociétés qui font d'énormes pertes et qui sont financées par des levées de fonds. Et donc, pour un entrepreneur qui, certes, sur le papier, a 1, 2, 5, 10, 100 millions de valeur de patrimoine grâce à la valorisation acquise au cours du dernier tour de table, mais qui veut quelques millions de crédits pour commencer à vivre correctement et acquérir une résidence principale, par exemple, bon, c'est très compliqué. Voilà. Mais oui, il va falloir trouver des réponses. Post-cash out, les choses sont plus simples. Hein. C'est clair qu'elles sont plus simples, mais il va falloir quand même aussi, on va retomber sur le problème évoqué avant, de la nature des investissements que ces gens-là sont prêts à faire. Quelqu'un qui a fait sa fortune très rapidement sur une technologie très innovante va avoir tendance à vouloir recommencer et orienter ses investissements vers des investissements de même nature. Et je ne sais pas comment les banques vont pouvoir offrir les solutions d'investissement attendues par ce type d'investisseurs. Mais on y travaille. Très bien.
Bonsoir, Monsieur Julien. Merci pour votre présentation éclairante et actualisée. Où pouvons-nous retrouver vos coordonnées? Les coordonnées. Pour m'écrire, pour me solliciter, vous pouvez, si c'est pour trouver un job à la Banque Transatlantique, nous avons un espace carrière sur notre site internet. Bon, sinon, mon adresse mail n'est pas très difficile à imaginer, mais malheureusement, je n'aurai pas beaucoup de temps à consacrer aux gens qui voudront me solliciter, je pense. Très bien, je crois qu'on a épuisé toutes les questions. Je ne vois pas d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une dernière, ou est-ce que nous avons fait Il y a un point que je n'ai pas évoqué, mais qui rend les choses aussi assez compliquées d'ailleurs, c'est le sujet de la conformité transfrontière. On est dans un monde qui, paradoxalement, tout le monde est en train de parler de la fin de la mondialisation heureuse. Donc, ce qui est très curieux et très paradoxal, c'est que les patrimoines et les familles s'internationalisent beaucoup. Mais en revanche, le protectionnisme augmente de plus en plus. Les pays se referment sur eux et ont tendance à rendre de plus en plus difficile la délivrance en fait de services, notamment d'investissement, voire de crédit, par des établissements qui ne sont pas établis dans le pays en question. Donc le Brexit, par exemple, ou les États-Unis ou la Suisse ont durci leur réglementation et il devient difficile aujourd'hui de gérer des clients non résidents, notamment. Je pense que les familles vous demandent d'accompagner le fils ou la fille qui fait des études à droite ou à gauche et qui, après ses études, monte une start-up en Californie ou à Londres. Ce sont des familles qui ont bougé, donc qui ont conservé du patrimoine à tel ou tel endroit et qui voudraient bien que ce soit le même établissement qui gère tous les patrimoines. Donc là, il y a un défi assez important de l'internationalisation et de la fermeture, en fait, progressive des frontières, qui n'est pas simple, notamment pour un établissement comme d'ailleurs qui accompagne beaucoup et historiquement les Français de l'étranger. Quelle est la typologie de vos clients par montant d'AEM moyen par client? Nous, alors bon, nous, on a fait le choix de couvrir un spectre assez large de clients. Donc, schématiquement, on va dire qu'on cible une clientèle qui peut mettre au moins 300 000 euros en actifs financiers dans la maison, mais on a différentes équipes qui vont faire le 300 000, 1 million, le 1 à 5 et puis très au-dessus. Voilà. Donc, parler de patrimoine moyen, bon, c'est le million, le patrimoine moyen, mais ça va de 300 000 à plus de 100 millions. Donc, voilà, c'est très dispersé quand même, avec des équipes dédiées à chaque fois. Et on essaye d'accompagner, d'avoir des réponses sur l'ensemble du spectre, et on croit beaucoup à l'ascenseur, montant ou descendant d'ailleurs. Donc, nous, on a fait le choix, c'est vrai, d'avoir une clientèle plutôt large. Donc, mais évidemment très sélect, on n'est pas un réseau grand public non plus, mais en permettant ce côté pépiniériste que j'ai évoqué, c'est-à-dire prendre des clients avant qu'ils soient très gros, pour que le jour où ils soient très gros, on ait déjà une relation bien établie avec eux. Et puis, c'est pas parce qu'un client, le patrimoine d'une famille diminue de génération en génération, ou pour des raisons diverses et variées, de réorientation vers l'entreprise familiale, ou vers des actifs non cotés, ou vers l'immobilier, qu'on met les gens dehors. Certains font ce type de choix. Nous, c'est clairement pas le choix qu'on fait. Mais on s'organise en interne pour pouvoir adresser toutes les problématiques. Merci. À partir de votre expérience, pouvez-vous, s'il vous plaît, décrire selon vous le profil type portrait robot d'un gestionnaire de patrimoine performant, compétent? Waouh! Oui, c'est une vaste question. C'est un mouton à 5 pattes.
Il faut qu'il soit très compétent sur le plan technique. Et la technique, c'est à la fois le fiscal, le juridique, le financier. Bon, ça me paraît clair. Mais le financier, maintenant, c'est large. Le financier, c'est bien comprendre le côté et le non-côté. Donc déjà, la maîtrise de tout ça va pas de soi, hein. C'est clair que ce pas les mêmes compétences qu'on demandait il y a 10 ans. Toute cette sphère du non-côté, de l'alternatif au sens large, a pris beaucoup d'importance et va en prendre. Donc il faut la maîtriser. Et je ne sais pas si, je pense que chez vous, dans les organismes qui font de la formation, il faut probablement aussi accorder de l'espace au monde du LBO, au monde du venture, au monde de l'infrastructure, enfin à tous ces mondes-là, au monde des classes d'actifs alternatives au sens large. Je crois que, sinon, bon, l'effort de formation est toujours possible. C'est un métier qui demande un effort de formation considérable, hein, en permanence. Voilà. Au-delà de ça, évidemment, c'est un métier qui demande des soft skills très importantes. La première d'entre elles, c'est évidemment pour gérer une relation client, il faut quand même avoir l'échine plutôt souple, comprendre ce que la psychologie du client et s'y adapter, et pas l'inverse, hein, faire rentrer le client dans des cases en étant strict et un peu bureaucratique, c'est pas bon. En même temps, il faut être très rigoureux, hein, c'est un métier qui demande beaucoup de rigueur. C'est un métier qui demande une capacité d'organisation non négligeable. On est souvent dans des projets, notamment si on fait du crédit. Et le projet d'investissement du client, il faut s'intégrer dedans, il faut gérer des deadlines, il faut gérer des process dans un certain ordre et maîtriser tout ça. Donc tout ça est très... bon, ça fait beaucoup de compétences. Et puis la dernière d'entre elles, probablement, c'est le travail en équipe, parce que le niveau de technicité, de complexité des sujets qu'on adresse dans ce métier est très important. Personne n'a la science sur tout, ça c'est clair, même si je pense que la culture générale est très importante, hein, culture générale, je pense, bancaire et financière, mais il y a clairement la nécessité d'aller chercher des experts sur des points de détail, toujours pour vérifier, ne serait-ce que vérifier que si un pack du trade peut être mis en place, si la holding est animatrice, les détails sur matière d'IFI, enfin, dans tous les domaines, c'est très complexe. L'analyse des cash flows d'une société ou d'un business plan, ça ne va pas de soi non plus. Bon, ça demande des experts. Donc, il faut savoir travailler en équipe, avec l'humilité. Donc, ça requiert aussi un peu d'humilité, parce que ça veut dire que les succès sont partagés, et puis accepter peut-être d'endosser aussi les échecs de temps en temps. Voilà, donc moi, savoir si quand on recrute quelqu'un qui coche toutes les cases, c'est très difficile, mais ça laisse aussi sa chance un peu à tout le monde, parce que tout le monde a des points forts, tout le monde a des points faibles. On peut travailler ses points faibles, on peut aussi beaucoup jouer sur les points forts, et ensuite travailler en équipe pour couvrir les points faibles qu'on ne voit pas, qu'on n'arrive pas à gérer tout seul. Et moi, je vois que chez nous, il y a des banquiers qui ont de très gros points faibles, mais qui réussissent très très bien. Pourquoi? Parce qu'ils ont la capacité à entraîner avec eux des collègues qui ont les points forts qui leur manquent. Et voilà, parce qu'ils savent renvoyer l'ascenseur, parce qu'ils savent dire merci, mettre en avant les compétences qui sont allés chercher ailleurs, et ben, savent s'attacher les services de gens peut-être parfois plus discrets, qui n'ont pas forcément les mêmes compétences commerciales, notamment qu'eux, parce qu'on reste dans un métier commercial dans lequel il faut vendre des produits quand même, hein. Il faut vendre des mandats de gestion, il faut vendre de l'assurance vie. Donc j'ai oublié de le dire, mais c'est quand même un métier dans lequel il faut aimer vendre et avoir le talent de vendre. Bon, je crois qu'on a fait le tour d'un certain nombre de questions. Merci Vincent Julia de nous avoir éclairé sur ces nombreux sujets. Si vous voulez poursuivre cette conversation, venez nous rejoindre à Dauphine. Nous passerons beaucoup de temps à vous éclairer sur tous ces points et bien d'autres encore. Et puis, si vous voulez revoir effectivement cette présentation, n'hésitez pas à vous rendre sur Internet. Vous avez le lien qui vous permet de revoir cette présentation. Merci beaucoup, Vincent, Julia. Merci Amélie pour votre invitation. Bonne chance à tous.
Et oui, je vous recommande ce master dans lequel j'ai la joie d'ailleurs de donner quelques heures, mais je pense qu'il est très bien construit. Et moi, ce que je perçois de ce master, surtout ce qui m'impressionne beaucoup, puisque ça fait maintenant 4 ou 5 ans que je fréquente les étudiants, c'est le niveau de professionnalisme des étudiants qui est très très bon. D'ailleurs, il y en a quelques-uns qui sont ici aujourd'hui. Quelques-uns qui sont ici. Je trouve que la formule avec alternance est excellente. Salut. Et voilà, moi je suis très impressionné par la maturité des étudiants, leur connaissance du métier déjà, et leur compréhension du métier. Et voilà, c'est une excellente formation, ça que je ne peux que vous recommander. Et en ce qui concerne la formation continue, c'est pareil, l'expérience des étudiants, enfin des professionnels, sert beaucoup effectivement à la suite de leur orientation. Donc c'est très utile. Chaque profil est différent et chaque profil permet d'avoir un groupe qui s'entraide. Et ça, c'est le travail en équipe qui commence déjà là. Merci à vous tous. En espérant vous retrouver très vite. Merci.